On est en direct live du Marais Vernier et nous avons notre ami Xavier qui lui est à Rouen. Comment ça va Xavier? Bah, parfaitement bien, tout va bien, tout va bien. Antoine, très content d'être avec vous sur le plateau. Alors Xavier, je sais que tu as envie de faire connaître le jardin à ta fille qui est confinée avec toi à Rouen. Et bien tout de suite, un petit reportage pour vous mettre l'eau à la bouche. Nous étions au jardin avec Adrien hier matin, rien que pour vous. Bien le bonjour, culture et nature. C'est la culture, c'est la nature. On vous conseille, euh, que tu sois jeune, vieux ou encore un peu moins vieux, de faire du jardinage. Nous, ça y est, c'est parti. On a commencé à repiquer nos fraisiers de façon à ce que dans 2 mois, on ait de la fraise. On a mis de la fraise remontante, ce qui permettra d'avoir 2 récoltes dans l'année. Tu veux des conseils de jardinage? Eh ben, viens nous retrouver sur Culture et Nature. On t'attend régulièrement pour t'apporter le petit plus de la nature. Et voilà Xavier, je pense que tu as vu ces conseils de jardinage. Alors, la fraise, tu viendras l'accueillir ou pas? Bah, écoute, je crois que c'est la magie de la télé parce que regarde ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé tes fraises, Antoine. C'est Déjà, magique quand même, tu as non? déjà trouvé les fraises, mais c'est génial. Eh oui, oui, j'ai déjà trouvé les fraises. Alors Xavier, ça se passe comment le confinement avec ta fille, l'organisation, dis-moi tout. Bah écoute, ça se passe très très bien. J'ai la chance d'avoir une petite fille qui est autonome, euh, qui adore la lecture. Donc bon, évidemment, je la mets en garde moi contre les dangers de la lecture, hein, parce qu'on sait comment ça se passe. Ça commence par un illustré, et puis après c'est les bandes dessinées, et puis c'est l'engrenage. Et puis on passe au roman, aux essais philosophiques. Enfin, c'est absolument terrifiant. Donc je lui conseille vivement, bah, évidemment, d'avoir une pratique accrue du téléphone portable, de la tablette, des jeux vidéo, des séries, enfin bon, euh, tout ce qui permet d'éviter justement les dangers de la lecture. Alors est-ce que vous êtes passé à la séance de danse? Non, non, malheureusement pas encore. Alors j'ai essayé de lui faire découvrir des auteurs, les grands auteurs évidemment, les grands artistes, Richard Gottener, Philippe Catherine, enfin la grande musique quoi. Mais pour l'instant, je pense que sa sensibilité est beaucoup trop captée par les auteurs classiques français. Mais alors est-ce qu'elle a déjà entendu le DJ Bonbon et Chocolat et son cousin? Non, elle n'a toujours pas écouté DJ Bonbon et Chocolat ainsi que son cousin. Là, elle est plutôt sur DJ Berg, DJ Schoenberg, Xenakis. Eh bien là, tu peux la mettre à regarder tout de suite l'émission. C'est rien que pour elle. DJ Bonbon et Chocolat nous a fait une exclue. Le petit âne gris façon DJ Bonbon et Chocolat. C'est parti, en avant et bonne écoute. Avec le cousin. Avec le frangin. Non, le frangin, ça va. La famille, ok. Original. Good rights. Radio. Yes. Radio. Classica. Yeah. Good job. Bah au Sénégal, ouais, les enfants se régalent. Ils mangent du poisson et des fruits de papaye. Les enfants du Maroc, ouais, pour manger font du troc. Et le soir sur la plage, tous ensemble ils partagent. Ouais, un gros nez rouge et puis deux traits sous les yeux. Un chapeau qui bouge et puis un air malicieux. Deux grandes savates et un grand pantalon. Ouais, maintenant ça me gratte, je saute au plafond. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre, à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu. Mère Michel, ton chat n'est pas perdu. Et ben voilà, Xav. Alors, t'en penses quoi de notre DJ Bonbon et Chocolat? C'est magnifique, magnifique. Je n'ai qu'un mot à dire. Bravo, BRAVO. Alors, allez, on revient sérieusement à cette culture que tu aimes et que tu chéris. Le choix des âmes, c'est quoi ce projet et dis-moi en plus. Plus.
Mais, et alors? C'est une pièce, à l'origine, c'est une pièce composée par Stéphane Titeka, qui est auteur et acteur, metteur en scène, et qui a été jouée plus d'une centaine de fois avec son compère Alexis Dessau, le fameux inspecteur Mota dans Julie Lescaut. Voilà, donc c'est une pièce, c'est un huis clos, deux soldats, un soldat français, un soldat allemand, se retrouvent bloqués dans un trou, confinés pendant la Première Guerre mondiale, en 1916 exactement, pendant la guerre des tranchées. Et ils vont devoir s'apprivoiser et faire en sorte de survivre ensemble, si cela est possible, dépasser ce qui les oppose. Et voilà, c'est une très très belle pièce qui m'a énormément plu. Et j'ai rencontré l'auteur Stéphane Titeka, et de cette rencontre est née l'envie d'en faire une adaptation. Alors, pas une adaptation littérale, mais plutôt me servir de cette pièce pour questionner le statut de l'image à l'écran. Alors justement, comme on parle d'image... Donc je me suis lancé dans ce projet. On a tourné, notamment avec Adrien, on a tourné cet été à Saint-Valery-en-Caux, cette adaptation un peu particulière. Et là, je suis en train de la monter, et je profite du confinement pour finaliser ce montage. Voilà. Est-ce que tu nous autorises, Xavier, à donner envie aux internautes de regarder le teaser? D'abord, je vous autorise et je vous y engage, et puis le court-métrage, puisque à l'intérieur de ce long-métrage, il y a un court-métrage qui s'est tourné, et le est terminé. Et j'espère que sur l'antenne de Culture et Nature, on aura l'occasion de le voir. Voilà, donc bien sûr, je vous autorise à diffuser ce teaser, et j'aurai grand plaisir à le revoir sur votre antenne. Allez, c'est parti. Adrien, le teaser, rien que pour nos internautes, pour donner le goût à regarder le film quand il sortira fin juin. Et voilà, ça c'est juste pour vous donner envie de faire des choses. Mon Xavier, est-ce que tu peux relever un challenge? Oui, je peux commencer déjà par relever une tasse. Voilà. Ça c'est déjà fait. C'est une très belle tasse. Il y a un challenge, pourquoi pas? Ah, alors avant le challenge, j'ai une pépite. J'ai un truc que je pense qui va t'émouvoir un petit peu. Tu sais, j'ai été rechercher un petit peu tous les jeunes qu'on a un peu déformés, ça on peut pas dire le contraire, qu'on a essayé de reformer à un moment donné. Mariam El Ali, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Voilà, rien que pour toi. Mariam, tu es avec nous. C'est quoi pour toi Culture et Nature? Salut Antoine, salut tout le monde. Je vais vous raconter mon aventure Culture et Nature. Elle a commencé en 2009. À l'époque, j'étais lycéenne en terminale, et avec l'option audiovisuelle que je faisais depuis cette année, on a participé à un plateau télé au lycée Mauroy à Elbeuf avec mes copines, et en fait, j'avais le rôle de réalisatrice. Et du coup, Culture et Nature avec Antoine et la MJC de la région d'Elbeuf avec Nadia Achour nous ont accompagnés, nous ont formés pendant toute une matinée, et l'après-midi on faisait le plateau télé. Ça c'est ma première expérience avec Culture et Nature. Suite à ça, j'ai tellement adoré l'expérience que j'ai voulu en faire en fait mon métier, et j'ai fait des études dans l'audiovisuel, dans la communication plus généralement, spécialisée dans l'audiovisuel. Et du coup, j'ai continué à travailler avec Culture et Nature pendant de
de nombreuses années. Du moins à l'époque, ça me semblait être beaucoup d'années. Maintenant, quand on le met au niveau de mon âge, c'est pas si long que ça finalement. Mais quand même, donc ça reste une bonne partie de ma vie, une bonne partie de ma vie professionnelle aussi. Ça m'a apporté beaucoup de la rigueur, savoir travailler dans l'urgence, savoir travailler sous pression, parce que mine de rien, on apprend à monter un plateau télé le matin. Et il faut qu'on soit opérationnel pour être en direct pendant 2, 3, 4, 5 heures l'après-midi. Donc faut qu'on soit à l'écoute de nos équipes, des cadreurs. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe sur le plateau pour pouvoir réagir en fait en fonction de ce que le présentateur dit, de ce que les invités racontent aussi. On va pas aller filmer en fait un invité s'il n'est pas du tout en lien avec ce qui se passe. Donc du coup voilà, ça apprend pas mal de choses. Ça apprend aussi beaucoup le travail d'équipe. Et ça m'a beaucoup appris à partager le savoir. Parce qu'au début, j'étais du coup une étudiante, une lycéenne, qui apprenait et qui mettait en pratique ce qu'on lui avait appris. Et en fait, après, je suis passée de l'autre côté de la barrière, où du coup, c'était moi qui formais les jeunes. Donc du coup, j'étais en service civique à la MJC de la région d'Elbeuf avec Nadia Achour. Et on continuait à travailler. On a eu d'ailleurs un gros projet comme ça en Bretagne, où on continuait à travailler avec des lycéens, avec des jeunes de d'autres missions, MJC pardon. Et donc c'était à moi en fait de passer de l'autre côté de cette barrière, et c'était à moi de les former le matin et de faire en sorte qu'ils soient capables de pouvoir tenir un plateau de télé avec leur petite mimine, tenir un plateau de télé l'après-midi. Voilà, et ça a été une expérience, ça a été même des expériences particulièrement enrichissantes. J'en garde un très très bon souvenir, et je suis en train de me dire que pourquoi pas profiter de ce confinement justement pour pouvoir refaire ce genre d'expérience à la maison en mode solo. Ça peut être pas mal. Voilà, bonne continuation et à bientôt sur Culture et Nature. Et ben voilà, ça c'est le retour de notre charmante Mariam. Alors Xavier? Écoute, ça fait plaisir de te voir. C'est vrai que ce qu'on a réussi à lui transmettre, elle en a fait un métier, et finalement, bon, bah, on n'a peut-être pas si mal fait, quoi. Elle a l'air heureuse et épanouie. Pas mal, hein? Alors Xavier, à part le challenge de lever la tasse, ça tu me l'as fait parfaitement. Est-ce que tu es enclin à me raconter une belle histoire pour demain ou après-demain, qu'on puisse passer en fin d'émission pour faire partager un maximum les jeunes et les moins jeunes de contes ou d'histoires fantastiques? Parce que j'ai une charmante jeune fille qui s'appelle Guylaine, qui, elle, s'est attelée à l'attelage et que nous allons découvrir tout de suite. Est-ce que tu es d'accord, Xavier, de faire ça? Bah écoute, oui, moi je suis d'accord pour vous raconter une histoire. Je ne sais pas si les spectateurs trouveront autant de plaisir à l'écouter que j'aurai moi à la lire, mais c'est avec grand plaisir, bien sûr, que je choisirai dans ma bibliothèque. Et j'ai déjà une petite idée, d'ailleurs, pour tout te dire, une histoire que je vous lirai, voilà, en plusieurs fois, je pense. Merci beaucoup, Xavier. Je te souhaite une Je bonne t'en prie. journée de confinement, bonne lecture et surtout, n'hésite pas à nous appeler ou de nous partager ton expérience sur des choses. Voilà, l'émission de télé, la première finie. On va vous retrouver rapidement. On est en train de caler un petit peu tout. On a des reportages d'avance, on a des surprises, on a des belles, belles surprises. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous. Guylaine, vous ne la connaissez pas, c'est une conteuse hors pair. C'est parti, c'est rien que pour vous. Bonne découverte, bonne écoute. Vous avez même le droit de fermer les yeux et de passer un bon moment. On adore ce que vous faites. Faites attention à votre santé. Le confinement, c'est tout de suite et on lâche rien. C'est parti, Adrien. Hello, bonjour les enfants. Alors vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guylaine et je vais vous raconter une histoire parce que ça aide un peu à passer le temps et vous verrez, c'est une très jolie histoire. Une histoire pleine de tendresse. Voilà.
Ça s'appelle le conte chaud et doux des chauds doudous. Il était une fois dans des temps très anciens des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et ils avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de chauds doudous. Je ne peux pas dire combien il y en avait dans ce sac. On ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chaud doudou. Les chauds doudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos. Ils se ratatinaient, parfois même en mouraient. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer des chauds doudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un chaud doudou ». Tu plongeais alors ta main dans ton sac pour en sortir un chaud doudou de la taille d'une main de petite fille. Dès que le chaud doudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux chaud doudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câlineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chauds doudous. Et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on en voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque, car quelqu'un n'était pas content de voir les gens en échanger des chauds doudous. C'était la vilaine sorcière Belzéfa. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzéfa s'approcha des enfants de Timothée et lui parla à l'oreille, tandis qu'il regardait Marguerite, sa maman, et Charlotte, sa sœur, jouer gaiement. Elle lui chuchota. « Vois-tu tous les chauds doudous que ta maman Marguerite donne à Charlotte, ta sœur? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna. « Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chauds doudous dans notre sac chaque fois que l'on en voudra un? » Absolument, répondit Belzéfa. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il n'y en reste plus. Et si la sorcière avait raison? Il aimait beaucoup les chauds doudous de sa maman Marguerite, et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément et le mettait même en colère. Il se mit à surveiller pour ne pas qu'elle gaspille les chauds doudous et en distribue trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis, il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chauds doudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des chauds doudous à ceux qui vous en demandaient et en avaient envie. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs chauds doudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chauds doudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chauds doudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des chauds doudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chauds doudous et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois même, ils mouraient du manque de chauds doudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devint
de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois morts, ils ne pouvaient plus rien acheter. Alors elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chaud doudou. Sauf qu'ils étaient froids, alors que celui qui contenait les chauds doudous était chaud. Dans ces sacs, Belzéfa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « je voudrais un chaud doudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud doudou répondaient « je ne peux pas vous donner un chaud doudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous, mais l'une changeait soudain d'avis, et finalement, elles se donnaient des froids piquants. Dorénavant, les gens mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile. Les chauds doudous qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chauds doudous. Depuis le plan de la sorcière Belzéfa, ils restaient par deux et gardaient les chauds doudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaud doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chauds doudous étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chauds doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chauds doudous. Mais ces faux chauds doudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauds doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance. Et au lieu de ça, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chauds doudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par les froids piquants déguisés en faux chauds doudous? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzéfa leur avait fait croire qu'un jour, où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chauds doudous désespérément vide. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme, gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et distribuait des chauds doudous en abondance, sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou, mais certains la désapprouvèrent parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi commencèrent à distribuer à nouveau des chauds doudous, comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds doudous chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que les grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont arrêter l'insouciance des enfants? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et les enfants à prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chauds doudous que l'on voudra?
Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver, du temps où les chauds-doudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter? Et ben voilà, ça se termine par une question. Alors, sur cette question, on peut continuer à inventer la suite de l'histoire tous ensemble. À bientôt.